La côte est des États-Unis. Un littoral aux multiples visages qui s'étend sur plus de 2500 km, depuis la Floride et les États du Sud jusqu'à la frontière canadienne, en passant par New York et Boston. L'extrême nord-est des États-Unis. Des paysages côtiers encore sauvages, à perte de vue. Ici, mener une existence en retrait de l'agitation moderne dans des sites naturels d'exception est apprécié à sa juste valeur. Depuis Boston, notre voyage nous mène à travers le New Hampshire et le Maine jusqu'à la frontière canadienne. La côte est bordée par plus de 3000 îles. Un véritable paradis. Et pas seulement pour les homards. Au nord du Massachusetts, le paysage prend un aspect de plus en plus sauvage et primitif. Et plus la population est clairsemée, plus les liens de voisinage et le sens de la communauté prennent tout leur sens. Le New Hampshire est le premier État d'Amérique à s'être doté d'une constitution. La quête de l'indépendance est inscrite dans la devise même de l'État. Live free or die, vivre libre ou mourir. Dans le port de Rye, Shauna enseigne une toute nouvelle discipline, le Pancha Yoga, qui se pratique sur une planche à rames. L'avantage du yoga sur planche, c'est qu'on peut profiter du paysage et respirer l'air marin. C'est génial de pouvoir pratiquer dans un site aussi beau. Le Pancha Yoga est également très efficace. Sur une planche, il faut procéder à des ajustements d'équilibre qui ne sont pas nécessaires sur un tapis de yoga. On sollicite davantage les petits muscles stabilisateurs. C'est très efficace et c'est ça qui fait toute la différence. Les pratiquants se rendent vite compte que cette discipline améliore aussi l'équilibre interne. Ce que j'aime dans le yoga, c'est qu'il faut contrôler son corps et son esprit en même temps. On doit maîtriser les mouvements de son corps, un peu comme en gymnastique. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à enchaîner les postures de façon fluide et de savoir comment ralentir les mouvements en ajustant l'effort musculaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé ma voie. C'est ce que je veux faire jusqu'à la fin. Cela va me permettre d'évoluer, d'améliorer mon niveau et de devenir quelqu'un de meilleur sur le plan humain. Nous laissons le New Hampshire derrière nous pour découvrir le plus grand État de la Nouvelle-Angleterre, le Maine. L'État du pin, comme on l'appelle, est constitué à 90% de forêt. Portsmouth n'a pas d'anglais que le nom. Ce comptoir commercial historique a été la première capitale de l'ancienne colonie du New Hampshire.
La rivière Piscataqua marque la frontière entre le New Hampshire et le Maine. Piétons et cyclistes peuvent également traverser le Memorial Bridge pour se rendre dans l'État voisin. Dans la ville portuaire de York, à la pointe sud du Maine, quelques amis ont monté leur petite entreprise. Dans une ancienne ferme, ils fabriquent des planches de surf tout en bois. Mike, constructeur de bateaux de métier, a longtemps cherché une technique moderne permettant de fabriquer des planches sans utiliser ni matière plastique ni mousse synthétique. Pendant des millénaires, les gens ont surfé sur des planches en bois. Puis, dans les années 50, on a fabriqué des planches plus légères. Et au moment où ces planches en bois creux commençaient à avoir du succès, les mousses et autres résines modernes ont débarqué sur le marché. Ça n'avait plus d'intérêt de travailler le bois. Aujourd'hui, nous fabriquons des planches en bois proches des planches en mousse, mais plus jolies, plus solides, plus durables et avec des tas d'autres qualités. Le secret, des cavités habilement réparties au cœur de la planche. Pour cela, Mike s'est inspiré d'un procédé traditionnel de construction de bateaux. La passion des débuts s'est muée en un véritable succès commercial. J'adore venir ici tous les jours pour travailler avec les gars. Quand j'arrive et qu'il n'y a encore personne, je suis toujours un peu perdu. Pas parce que le travail n'avance pas, mais parce que ce travail de groupe me manque. Les fabricants de planches du Maine se considèrent comme les précurseurs d'une nouvelle génération de surfeurs écolos. On fait tout pour utiliser des matériaux locaux, par exemple le cèdre blanc, un arbre qui pousse ici dans le Maine. C'est important pour nous. La notoriété de Mike et de ses collègues ne cesse de s'étendre, notamment grâce aux ateliers durant lesquels ils enseignent aux surfeurs comment construire leurs propres planches en bois. Dès qu'ils le peuvent, les constructeurs de planches se rendent à l'océan tout proche. L'automne est notre saison préférée. Il fait très beau, l'air est frais et en général, on a de bonnes vagues. Et à part les gens d'ici, il n'y a personne. Mike est parvenu à faire de son activité de prédilection le centre de sa vie. Pour moi, surfer, c'est plus qu'un sport. C'est aussi faire partie intégrante d'une communauté. À quelques kilomètres du spot de surf de Mike, se trouve une région très prisée d'une classe huppée de vacanciers. Les terrains qui donnent sur la mer font partie des plus convoités de toute la côte Est. Depuis 1898, la jetée d'Old Orchard Beach attire les foules grâce à une vaste offre de loisirs. À son heure de gloire, elle comptait même une salle de bal pouvant accueillir 5000 personnes, où se sont produits Louis Armstrong et Frank Sinatra, entre autres. Le phare de Portland a été spécialement commandé par George Washington. En ce temps-là, on s'éclairait grâce à des lampes à huile de baleine. De nuit,
l'actuelle lampe à vapeur se voit à 44 km à la ronde. Pendant la guerre de sécession, le fort Gorges était censé servir de forteresse contre les attaques sudistes. Mais il n'a jamais pu remplir son office en raison de l'invention de nouveaux types d'explosifs. Les immenses forêts du Maine s'avancent jusqu'au littoral. Au milieu du 19e siècle, cette partie de la Nouvelle-Angleterre comptait la plus grande plaque tournante du commerce du bois. Aujourd'hui, dans le Maine, l'industrie du bois emploie plus de 90 000 personnes. Cette précieuse matière première sert avant tout à fabriquer du papier. Allen exploite plusieurs parcelles boisées. Il possède sa propre scierie. Le travail que nous effectuons en forêt est rude, c'est certain. Quand je ne suis pas dehors, je m'occupe de mes machines ou je change des pièces. Mais j'aime travailler dur. Je n'ai aucun mal à m'endormir le soir. Je n'ai pas besoin d'aller à la salle de gym. Je fais mon sport dans la journée. Alors oui, j'aime mon travail. Les forêts du Maine appartiennent en quasi-totalité à des particuliers. L'État, lui, s'assure que leur gestion s'inscrit dans une démarche durable. Le Maine est l'État qui possède la densité forestière la plus élevée des États-Unis. Je crois qu'elle vient juste de passer sous la barre des 90%. Avec une gestion correcte, il n'est pas nécessaire de replanter des arbres. La forêt se régénère d'elle-même. Ce semi-remorque date de 1985. Allen l'a souvent réparé. Ses parents lui ont appris à se débrouiller tout seul. Chez nous, il y avait plein de vieux tracteurs, de vieilles voitures et de vieux camions. J'ai appris à bricoler dessus bien avant de poser la main sur des engins modernes. Je ne suis pas fan de nouveautés. Je n'ai pas besoin d'un camion flambant neuf. Je suis plus à l'aise avec les vieux, ils sont plus faciles à entretenir. Sur l'ancienne exploitation agricole de sa famille, Allen a construit une scierie il y a 20 ans avec sa femme Paula. Les maîtres d'ouvrage de toute la région viennent faire couper leur bois de construction chez les Higgins. Les troncs d'arbres, principalement des pins et des épicéas, sont découpés avec une scie mécanique qui a près d'un siècle. Mais cela ne l'empêche pas d'être aussi précise que les outils les plus modernes. Marsha, la sœur d'Allen, et sa belle-fille Alyssa viennent régulièrement lui donner un coup de main. Lorsqu'il ne manie pas la scie, Allen se détend dans son jardin en retapant d'anciennes voitures de sport. Ma mère voulait que je devienne docteur. Finalement, je suis devenu docteur en machine. Je peux prendre 2 camions en panne pour en faire un seul qui fonctionnera parfaitement. On peut dire que j'ai la bosse de la mécanique. Et le docteur S. Machine entretient encore une autre passion. La musique. C'est une maîtresse capricieuse dont je suis tombé amoureux tout jeune. Je lui ai accordé énormément de temps, beaucoup d'efforts et d'argent, mais c'est un amour à sens unique. Voilà comment je peux résumer notre relation. J'aime la musique, j'adore composer. J'ai joué dans des groupes locaux
fait des tournées aux quatre coins de la Nouvelle-Angleterre, dans une foule d'endroits. J'ai fait tout ce qu'on peut faire en musique, à une exception, entendre une de mes chansons passer à la radio. Le plus souvent, Alan écrit ses chansons dans son camion, à la faveur des longs trajets à travers la forêt. Et à défaut de succès commercial, il a toujours sa famille et ses amis comme public. La côte du Maine est parcourue par des milliers de petits cours d'eau, de rivières et de criques qui pénètrent profondément à l'intérieur des terres. Nous survolons maintenant la Highway 1. Sur plus de 4000 km, cette voie rapide relie Key West en Floride à la frontière canadienne. Avant la construction des larges autoroutes inter-États, la Highway 1 était le principal axe de circulation de la côte Est. Moody's Diner, à l'origine un modeste snack bar, s'est développé dans les années 30. Judy travaille depuis près de 40 ans dans ce resto-route. Pour avoir une chance de s'attabler à l'une des 100 places que compte l'établissement, les clients doivent s'armer de patience. Mais le temps est une notion très élastique ici. Judy est l'un des 9 enfants des fondateurs du restaurant. Elle y a passé toute son enfance. J'ai commencé à 12 ans comme plongeuse. Puis, l'été de mes 13 ans, mon père avait embauché une serveuse qui ne s'est jamais présentée. Alors il m'a dit, « Penses-tu pouvoir faire ce travail ?» Il ne fallait surtout pas répondre non à mon père. Alors j'ai dit, « D'accord. » C'est comme ça que je suis devenue serveuse. Mais je n'étais pas franchement douée. La première fois, j'ai trépigné de rage. J'ai hurlé que je détestais cet endroit. Le cuistot a alors dit à mon père, « Elle va se débrouiller. » Judy a dirigé le Moody's pendant près de 20 ans. Elle avait bien l'intention de prendre sa retraite il y a 5 ans, mais elle n'est pas arrivée à lâcher prise. Aujourd'hui, c'est son fils Dan qui a repris les rênes. Enfin, officiellement. Dans cet état peu peuplé, le Moody's est une véritable institution. On mange bien. Les tartes sont très bonnes. Elles sont délicieuses. Et on croise toujours de vieilles connaissances. La viande est saisie, puis grillée, et reste bien tendre ainsi. Certains clients sont prêts à faire 100 km et plus pour savourer des spécialités de la maison, comme le sandwich à la dinde ou les burgers. Qu'il s'agisse de la carte ou de la salle, le moindre changement fait l'objet de longs débats. On a réorganisé l'intérieur 17 fois. On ajoute parfois des éléments ici et là. Mais nos clients nous interdisent de toucher au comptoir, à cause de l'usure là où les bras frottent. Nos consommateurs ne veulent pas non plus qu'on change les box. Pourtant, ils ne sont pas très confortables. Mais il a quand même fallu en rajouter. Sur la carte du Moody's, une seule sorte de dessert, la tarte. On en compte 12 déclinaisons différentes. J'ai beaucoup de souvenirs dans ce restaurant. C'est un héritage précieux que nos parents nous ont laissé. Maman et papa travaillaient très dur.
Avec mes frères et sœurs, nous avons pris le même pli. Mais nous n'avons pas beaucoup joué enfant. Pourtant, j'aime énormément cet endroit. Le Moody's est un lieu où les vieux amis viennent se retrouver. J'en suis chaque jour témoin. Nous quittons le continent pour découvrir les îles paradisiaques de la baie de Penobscot. C'est ici que réside le plus illustre habitant du Maine, le homard. Les crustacés y sont plus nombreux que partout ailleurs aux États-Unis. La baie de Penobscot, avec ses 4 grandes îles et ses centaines d'îlots, est l'un des endroits très prisés par les amateurs de voile. Il est 6h30 du matin. À l'aéroport du comté de Knox, Thomas charge le courrier du jour à bord de son Cessna 207. Ce pilote de 24 ans a déjà largement fait ses preuves. J'ai commencé à voler à l'âge de 18 ans. Mon père est pilote, mon grand-père était pilote. Je jouais beaucoup à l'avion quand j'étais petit et j'ai toujours su que je voulais voler. 7 jours sur 7, Thomas relie les zones les plus reculées de la baie de Penobscot. Il reste rarement plus d'une demi-heure d'affilée dans les airs. Le jeune pilote a déjà parcouru chaque trajet des centaines de fois. Cette région est particulièrement belle. Quand on longe la côte, on voit les très jolies collines du littoral. Et les îles offrent une vue spectaculaire. Il suffit de baisser les yeux pour être ébloui par le paysage qu'on survole et la lumière qui nous entoure. Le premier atterrissage a lieu sur l'île de Vinyl Haven, où la piste est une simple allée de gravier aménagée au beau milieu de la forêt. Selon la saison, 1 millier de personnes environ vit sur l'île. Les habitants viennent chercher leurs lettres et leurs colis directement à l'aérodrome. C'est un service unique sur la côte Est. Et sinon, il n'y a qu'en Alaska qu'on trouve des petits avions chargés de relier les différentes communautés. Aujourd'hui, Thomas n'a pas le temps d'échanger les derniers potins avec les autochtones. D'autres courses l'attendent déjà. L'été, il travaille du lever du soleil à la tombée de la nuit, sans pause. On fonctionne comme des taxis. On transporte des chiens, des matériaux de construction, des scies électriques, on achemine des ouvriers. On transporte absolument tout ce dont les gens ont besoin sur les îles. Pour la plupart des insulaires, voler c'est un peu comme prendre le train. Et cela leur coûte à peine plus cher. Atterrir sur l'île de Matinicus n'est pas toujours facile.
Plus on se rapproche de la cime des arbres, plus il y a de turbulences. C'est le vent dans les branches qui est à l'origine de ce phénomène. Beau boulot. Le Cessna transporte aussi bien des passagers individuels que des petits groupes, des ouvriers du bâtiment tout autant que des millionnaires. La jeunesse du pilote en surprend plus d'un. Quand on est au comptoir et qu'on dit aux usagers « Ok, vous allez voler avec Thomas », ils ne s'attendent pas à ce que le pilote soit un jeune comme moi. Alors quand je me présente, je vois bien qu'ils sont un peu décontenancés. Je me contente de les faire monter à bord, d'être le plus courtois et professionnel que possible, et je mets tout en œuvre pour leur offrir le vol de leur vie. Je garde toujours à l'esprit le fait que je n'ai pas seulement ma vie entre mes mains, mais également celle d'autres personnes. Voler est une activité dangereuse. On est dans le ciel, on défie la gravité, il faut connaître ses limites et être capable de dire non. Avec son Cessna, Thomas ne peut desservir l'île Oho, car elle n'a pas de piste d'atterrissage. Les habitants dépendent du bateau de la poste qui passe chaque jour. Aujourd'hui, Marshall réceptionne un lot de pneus. Il en a besoin pour sa vieille Ford A qu'il a apportée sur l'île il y a maintenant plusieurs années. Marshall, originaire du Kentucky, est professeur de géologie. Étudiant, il est venu sur l'île Oho pour un projet de recherche. Il n'a jamais pu en repartir. L'île compte à peine 70 habitants, elle n'a le téléphone que depuis 1988, et à part le pick-up de Marshall, les véhicules sont rares. Ces voitures sont parfaites pour les routes de l'île. Leur châssis est surélevé et elles peuvent traverser le parc sans problème. Je roule assez lentement. J'aime bien conduire à 50 km/h. Ça me permet de profiter du paysage et de commencer la journée en douceur, sans me presser. Entre 1928 et 1931, près de 5 millions de Ford A ont été construites. Il n'est donc pas difficile de mettre la main sur des pièces détachées. On trouve ce type de camion à des prix relativement bas, parce que les restaurateurs disparaissent petit à petit et que leurs veuves cherchent à se débarrasser de ces vieux véhicules. On peut donc les récupérer pour pas cher. Il suffit qu'on les mette dans une grange pour qu'ils se reproduisent. On commence par une Ford A et on finit par se retrouver avec 4 ou 5 exemplaires. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Marshall possède également une Ford T qui date de 1924, une véritable légende américaine. Je suis très attaché à ces engins. J'apprécie particulièrement leur ligne, leur allure en
On finit par bien les connaître. Parfois, il arrive qu'un d'entre eux ne veuille pas démarrer. Dans ce cas, je me dis, tant pis, c'est ta journée de repos, je vais en prendre un autre. Les côtes dentelées de l'île Oho sont surtout réputées pour ses fonds marins rocheux et ses eaux tempérées, qui constituent un environnement parfait pour le homard. Dans le Maine, Stonington, petit village de pêcheurs, est la capitale du homard. Ici, tout le monde ou presque vit de la pêche. Les crustacés ne peuvent être capturés que dans des casiers que les pêcheurs déposent au fond de la mer. Geneviève pêche le homard depuis 10 ans. L'été, elle part chaque jour en mer, sauf le dimanche, jour d'interdiction de la pêche. Dans les eaux de Stonington, les homards se reproduisent en masse. Et pour que ça dure, la pêche est très réglementée. Les homards du Maine qu'on a le droit de pêcher doivent mesurer entre 8 et 13 cm de long, de l'orbite à l'arrière du corps. Celui-ci a une taille réglementaire. Et si c'est une femelle, il faut la remettre tout de suite à l'eau pour que l'espèce puisse se perpétuer et qu'on ne vienne pas à manquer de homards. En cuisine aussi, il faut suivre des consignes précises. Les homards doivent en effet être maintenus en vie jusqu'au dernier moment. Les homards passent 99% de leur vie en liberté. Et quand on les capture, il faut les manipuler avec précaution. On leur attache les pinces pour éviter qu'ils ne se blessent. On les garde dans une eau fraîche pour qu'ils soient à leur aise. Bien sûr, ils finissent à la casserole, mais comparés aux autres animaux que nous mangeons, ils ont plutôt la belle vie. Geneviève possède environ 400 casiers. La limite par pêcheur est fixée à 800. La pêche au homard est une activité essentiellement masculine. Quand je me suis lancée dans ce métier, il n'y avait pas beaucoup de femmes pêcheurs. Mais au fil du temps, de plus en plus de pêcheurs se sont mis à emmener leurs filles, leur épouse ou leur petite amie avec eux. Les femmes se sont de plus en plus intéressées à la mer. Notre société est moins dominée par les hommes qu'avant. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes capitaines. Et je crois bien que les homards préfèrent les femmes. Geneviève a des journées de travail de 12 heures. Et par mauvais temps, il arrive qu'elles doivent faire des heures supplémentaires. Difficile de prévoir à quels endroits les homards se laisseront le plus facilement prendre au piège. Malgré une population croissante, de nombreux pêcheurs de homards ont été contraints d'arrêter leur activité. En cause, la baisse des prix. À Stonington, le kilo de homard se vend pour moins de 2,20 €. La reproduction effrénée des crustacés pourrait bien menacer la branche. En parallèle, je suis des cours à l'Université du Maine et je passe actuellement un diplôme d'études marines. Si la pêche au homard s'effondre, ce sera mon plan B. Une fois que Geneviève a livré sa pêche du jour au grossiste, sa journée de travail n'est pas forcément terminée. Au sein de l'Association des pêcheurs de homards du Maine, elle s'investit pour une gestion durable de l'écosystème local et le maintien d'une pêche traditionnelle. La communauté de Stonington est très soudée, en particulier parce que c'est une ville de pêcheurs.
C'est une activité très dangereuse, donc les accidents ne sont pas rares. Quand il y a des morts, et ça arrive, les liens se resserrent encore plus. On s'entraide beaucoup. Même si les prix de vente du homard ne sont pas très avantageux, Geneviève n'a jamais regretté d'avoir choisi ce travail. Je pourrais passer toutes mes journées d'été sur l'océan. C'est un travail très rude, mais je suis solide. J'espère pouvoir le faire jusqu'à la fin de mes jours. La prochaine étape de notre périple nous emmène à travers le parc national d'Acadia, jusqu'à la frontière canadienne, sur le territoire de la tribu des Indiens Passamaquoddy. Harbour Island, une île privée en forme de cœur, change régulièrement de propriétaire. La dernière vente a été conclue pour la modique somme de 3 millions d'euros. Le vaste paysage insulaire du Maine se prolonge jusque dans le parc national d'Acadia, l'un des 10 parcs nationaux les plus visités des États-Unis. Malgré des eaux particulièrement poissonneuses, on pratique aussi la pisciculture au large des côtes du Maine. Ici, il s'agit d'un élevage de saumon d'Atlantique. Les alevins grandissent dans d'immenses installations en pleine mer. Très exposés, les filets doivent être régulièrement réparés. À l'extrême est des États-Unis, les navires doivent souvent évoluer dans un dangereux brouillard capable de se former en quelques minutes. Le phare de Lubeck offre un précieux point de repère. Il se trouve à seulement 150 mètres du Canada. C'est dans cette région frontalière que vivent les Indiens Passamaquoddy. Ils sont encore environ 2500. David a redonné vie à un ancien artisanat de sa tribu. Je me suis mis à construire des canoës parce qu'ils m'ont toujours fasciné. Mon arrière-grand-père était le dernier constructeur de canoës d'autrefois. C'est une tradition vieille de 3500 ans qui était sur le point de s'éteindre. Ce qui fait la particularité du canoë, c'est l'union naturelle de matériaux qui viennent tous de notre environnement et qu'on récupère tout près d'ici. Tous ces matériaux sont travaillés à la main. On n'a pas besoin d'outils particuliers. Voici l'outil le plus moderne que j'utilise au cours de la fabrication. Je n'ai pas besoin d'utiliser de papier de verre ou ce genre de choses pour polir le bois. Le couteau me permet d'obtenir une surface parfaitement lisse. Vous voyez comme ça marche bien. Ça fonctionne aussi très bien pour couper le bois, y compris les bords. David a reconstitué plus d'une centaine d'étapes de fabrication, grâce à des dessins anciens et à la tradition orale transmise par ses ancêtres. Par exemple, l'art de chauffer le bois pour obtenir la forme arrondie des couples qui maintiennent le canoë d'un bloc. Pour que l'embarcation puisse naviguer, sa coque constituée d'écorce de bouleau doit être étanchéifiée. À ce stade, David utilise de la résine de pin collectée par ses soins, ainsi que du saindoux. À l'origine, on utilisait de la graisse d'ours, mais de nos jours, on a du mal à en trouver. En fait, on peut utiliser la graisse de n'importe quel animal. J'enduis la coque de ce mélange et ça empêche l'eau de s'infiltrer. Il faut renouveler cette opération régulièrement.
Sachant qu'il faut 500 heures pour la construction d'un canoë et environ 200 pour réunir les matériaux, on s'y attache vraiment. David vend exclusivement ses canoës à des musées, désireux de montrer le mode de vie et de travail des Passamaquoddy, il y a des milliers d'années. Le canoë a marqué la vie des Indiens Passamaquoddy. Grâce à David, tout un pan de leur histoire a pu être préservé. Je navigue jusqu'au Canada. J'ai de la famille à St. Andrews, à environ 10 km d'ici. Je me sers des courants et je m'assure que j'ai le vent dans le dos. La frontière entre les États-Unis et le Canada ne veut rien dire pour moi. C'est une ligne invisible que quelqu'un a créée. Tout autour, c'est avant tout le territoire de notre tribu, notre terre, notre sol. Et c'est tout ce qui m'importe. Quand je traverse, je n'ai jamais mes papiers sur moi. Je n'en ai pas besoin. Je demande la permission au Créateur et à ma mère, c'est tout. À l'extrême nord-est des États-Unis, c'est le début de l'été indien. Des journées chaudes et ensoleillées, un air pur et sec, et parfois des gelées nocturnes qui couvrent les feuilles des couleurs les plus chatoyantes. Imperceptiblement, l'automne s'apprête à céder la place à l'hiver. C'est sans aucun doute la période de l'année qui exprime le mieux toute la magie de la côte est américaine.